donc cette année, on est très, très, très heureux d'accueillir Fan Atiki, qui est en coulisses et que je vais vous demander d'accueillir chaleureusement parce qu'il nous fait un beau cadeau, à savoir la lecture d'un extrait de son roman Cave 72. Alors c'est vrai que c'est un titre un peu énigmatique, mais justement, grâce à cet extrait, vous allez comprendre ce que représente Cave 72 à Brazzaville. Je vous demande d'accueillir Fan Atiki, qui est en coulisses pour nous rejoindre pour cette lecture. Les bières étaient à peine fraîches dans le congélateur, loin de leur température parfaite de consommation. 3 loyaux clients réclamaient leur commande. Ma voilà que tous appelaient Maman Nationale les alerta sur le malencontreux détail du thermomètre au-dessus de 0 dont souffrait son stock d'alcool. Ils n'en tenaient pas compte. Alors elle céda. Elle déposa à leur table 3 bouteilles de bière, en plus de son sourire, puis s'en retourna à sa tâche, laissée en suspens. La cave de Maman Nationale avait une enseigne majestueuse. Cave 72 chez Maman Nationale, pouvait-on lire. Lorsqu'un client l'interrogeait au sujet du 72 rutilant sur son enseigne, elle se raclait d'abord la gorge avant de répondre. Parce que je viens de loin. Ainsi entamait-elle son histoire que tous les clients assidus récitaient au mot près. Tous savaient que la vente des beignets fut le départ de son ascension. Faire crédit aux jeunes étudiants avait aidé à forger son succès. Lorsque ses économies avaient atteint un montant à 7 chiffres, elle avait décidé de se reconvertir dans la vente d'alcool. Elle avait racheté une cave, l'avait rebaptisée du nom de Cave 72. Ce nombre était pour elle un symbole de victoire, car en 1972, année bonheur, le pays avait ramené la Coupe d'Afrique du Cameroun. Passer de marchande de beignets à tenancière de bar était pour elle une victoire sur l'impossible. Les 3 jeunes hommes de 27 ans peuplaient un bout de l'usoir qui rallongeait la cave jusqu'à la chaussée. En remontant le fleuve de l'histoire, en explorant le cours ondoyant de leur fraternité, on situerait l'origine perdue de la rencontre de Verdas, Ferdinand, Didi et Stéphane vers la 4e réélection du guide providentiel de la nation. Ils entretenaient une amitié qui s'inscrivait en dehors des vérités des hommes, une amitié s'accrochant au temps, une amitié bravant l'égoïsme, l'ingratitude, la mésentente, la traîtrise et d'autres tourmentes. Ils se nourrissaient mutuellement de l'affection qu'un frère doit à un autre frère. Ils formaient un groupuscule de spécimens vivants dotés d'une singularité ayant de quoi attiser la curiosité du terrien lambda, leur vision du monde. Le conformisme est le pire ennemi de l'humanité, clamait-il tout haut. Mais Black Micmac avait un argument quant à la raison de leur personnalité baroque. Leur rébellion inconsciente contre toute figure d'autorité, leur frénésie féroce à faire front contre tout impératif catégorique, contre toute ligne de vie dans laquelle s'inscrivait l'humanité aveuglément, n'était que la douleur d'une relation père-fils en proie au tumulte et séisme constant. Ils se boudaient, se criaient dessus, se vannaient, s'énervaient, s'enivraient, se supportaient et s'aimaient ainsi, on les supportait et les aimait ainsi. Verdas avait un passé bâti sur une enfance insolite. Fugue, école buissonnière, cultivation de tabac, trafic de psychotropes et de diesel bon marché, vente de cigarettes à la criée. Il se réclamait modeste, mais disait appartenir à une élite. Il stigmatisait le théâtre contemporain, mais qualifiait le théâtre classique de suranné. Il déclarait sa flamme aussi facilement qu'il criait à tout va ne pas croire en l'amour. Cependant, lorsqu'il prétendait ne vivre que pour l'alcool et le théâtre, on pouvait être sûr qu'il était vraiment sincère. Ferdinand était au cœur de sa puberté lorsqu'il crut lire la vie entre les pages du Le Gai Savoir et d'Ainsi parlait Zarathustra. À toutes les questions sur son paternel, il répondait « Je n'ai qu'un père, il s'appelle Nietzsche ». Ce ne fut qu'au terme d'un voyage au bout de la nuit qu'il s'en repentit, corrigea qu'il en avait toujours eu 2. Seulement Céline lui avait longtemps été cachée. D'ailleurs, qu'ils eussent tous 2 le même prénom n'était pas un hasard pour lui.
mais bien le signe que la Providence lui réservait une place au panthéon des grands écrivains. Il n'avait pas attendu Barthes pour connaître le plaisir du texte. Comme un pirate en quête de trésors, il courait après le sien en ouvrant constamment des bouquins. Il avait juré sur l'honneur de ses deux pères de lire autant de chefs-d'œuvre littéraires qu'il existait de bons et grands auteurs. Didi jura de ne voir que la mention « excellent » apposée au bas de ses bulletins de notes. Tout le temps que dura ses études, aucune tentation de la chair féminine ne le détourna de ce but. Ni les jambes honteuses d'un Nsiloulou, ni le visage d'ange d'un Ngwasso. 2 fois, il y eut une note en dessin de 18, 2 fois, il fut repêché au large du fleuve Congo. Se sentant seul au-dessus de la mêlée, las des études et de la mollesse des méthodes pédagogiques qui insultaient son intelligence, il se fixa l'objectif de tout apprendre et de tout comprendre. Un jour, il explora la rue John Soder Green et la chair devint sa kryptonite. Stéphane, quant à lui, avait toujours été un incompris. Verdas, Ferdinand, Didi et Stéphane avaient cassé le stylo 2 années après le bac, l'unique diplôme qui pesait encore un peu en ce temps-là. Ils le brandissaient tel le Graal. Les 2 années à l'Université nationale avaient ressemblé à une mésaventure, une dramatique perte de temps. Ils en parlaient comme d'une virée en enfer, un sacrifice qu'ils consentiraient à refaire uniquement si Emmanuel Dongala se voyait décerner le Google Goncourt ou le Nobel. Aux explications qu'on leur réclamait, ils disaient « Parce que l'administration de l'Université nationale est un vrai bordel organisé avec brio. Parce que le corps enseignant est d'une éthique plus que douteuse. Parce que les méthodes pédagogiques sont telles qu'on y forge plus d'abrutis que d'élites. Parce que nous refusons catégoriquement d'épauler l'incompétence des administrateurs de l'Université nationale. Parce que les docs contribuent à la régression de l'intelligence des étudiants. Parce que ce pays ne mérite pas notre intelligence. Parce que de toutes les manières, nous n'aurons pas besoin d'université tant que nous aurons nos livres pour apprendre ce que nous voulons apprendre du monde. De toute évidence, il leur échappait que dans ce même monde, décrocher un emploi décent n'est possible qu'à condition d'endurer 3 années ou plus de GN à l'université ou autres institutions équivalentes, à moins d'être le fils ou le neveu de quelqu'un. Dommage qu'ils ne fussent ni les fils ni les neveux de personne. Plus d'université? Ok. Allez vous former pour un travail manuel et trouvez-vous un job, nom de Dieu. À cette affirmation de leurs parents, Verdas, Ferdinand, Didi et Stéphane opposèrent vaillamment un « non ». Nous refusons de céder au néo-esclavagisme et d'être victimisés comme vous l'êtes par tout le système capitaliste qui ne profite qu'à ceux qui sont au sommet. La valeur de ce que nous avons dans le ciboulot nous destine à une vie d'aristocrate. Leurs parents voyaient la paresse là où ces grands garçons disaient embrasser la subversion. Ils les condamnèrent alors à des types, lorgneries et autres regards chargés d'invectives. Pour se soustraire à toute forme de conflit, Verdas, Ferdinand, Didi et Stéphane prirent l'habitude de migrer au quartier PK, aux heures où le capitalisme accordait une pause à leurs géniteurs.